Pour un sorcier, 10 000 sorcières. Ces paroles, attribuées à Louis XIII et rappelées bien plus tard par l'historien Jules Michelet, rappellent le contexte misogyne qui a contribué au phénomène des chasses aux sorcières que nous avons découvert dans l'épisode précédent. Je vous y racontais le contexte historique et social qui a amené à ces massacres ainsi que les accusations aberrantes portées majoritairement contre des femmes. Mais leur arrestation n'était malheureusement que le début de leur calvaire. Aujourd'hui, je vous parle des procès pour sorcellerie et de la fin des chasses aux sorcières. Culture et préjugés. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture et Préjugés. Avant de commencer, je ne saurais que trop vous conseiller d'écouter l'épisode précédent sur la même thématique générale, puisque les deux épisodes vont ensemble. Je tiens aussi à préciser qu'on va notamment aborder dans cet épisode le problème de la torture, sachez-le, même si je n'ai absolument pas l'intention de m'étaler sur le sujet, vous le verrez. Ceci étant dit, repartons tout de suite au XVIe siècle. Quand on parle des procès de sorcières, on pense souvent qu'ils ont été menés par les tribunaux de la fameuse et sombre Inquisition. La réalité est, comme souvent, beaucoup plus nuancée. L'Inquisition a bel et bien joué un rôle déterminant dans ces chasses aux sorcières, ça c'est vrai. Pour rappel de l'épisode précédent, l'Inquisition a été créée dans la première moitié du XIIIe siècle pour poursuivre les groupes d'hérétiques comme les cathares ou les vaudois qu'elle fait condamner à tour de bras, mais elle commence à décliner jusqu'à ce que la fameuse bulle du pape Innocent VIII de 1484 lui donne de nouveau du grain à moudre. Avant cette bulle, l'Église se contentait de donner des peines bénignes lors des jugements pour sorcellerie, tout simplement parce qu'elle considérait alors ces pratiques comme de simples superstitions. On a vu qu'au XVe siècle, les choses ont changé et la bulle papale qui assimile sorcellerie et hérésie donne le feu vert aux arrestations et aux massacres. L'inquisiteur reçoit sa mission directement du pape, il est sous sa seule autorité, et ça c'est très important, parce que cela veut dire qu'il n'a de compte à rendre ni au seigneur, ni, techniquement, au roi. Il est nommé pour exercer dans une région dans laquelle il se rend et s'assure du soutien total des représentants de la loi, c'est-à-dire les gouvernants ou les princes, qui ont plutôt intérêt à clairement montrer leur zèle au risque d'être considérés comme pécheurs par désobéissance. L'inquisiteur peut d'ailleurs leur demander de prêter serment de le seconder dans sa tâche. Et autant vous dire qu'ils avaient plutôt intérêt à se décider rapidement, sinon ils risquaient l'excommunication, c'est-à-dire l'exclusion de l'Église catholique, ce qui était extrêmement grave à l'époque. Personne n'était donc à l'abri des inquisiteurs, pas même les puissants. Cependant, les auteurs du fameux Marteau des sorcières, l'ouvrage qui a largement contribué à la flambée de violence dès sa publication en 1486, a encouragé les tribunaux civils à relayer l'Inquisition dans sa lutte contre les sorcières. Et dans sa bulle de 1484, le pape Innocent VIII exhorte les magistrats laïcs à coopérer, magistrats qui ont certes été quelque peu réticents au début, mais qui ont vite retrouvé leur motivation quand ils ont été eux-mêmes menacés d'excommunication. Parallèlement, l'État s'intéresse de plus en plus à ces procès. Pourquoi ? Pour des raisons de pouvoir et d'argent, bien sûr. Il faut dire que l'argent jouait un grand rôle dans les affaires inquisitoriales. Des notables accusés de sorcellerie ou accusés d'avoir eu recours au service d'une sorcière s'en sont sortis en ouvrant très grand leur porte-monnaie. En France, l'enjeu était aussi bien financier que politique. Nous sommes fin XVe siècle et début XVIe siècle. En France, le pouvoir royal s'affirme de plus en plus et la justice indépendante menée par les inquisiteurs dérange. La royauté a donc fait en sorte de retirer petit à petit les affaires de sorcellerie des mains des inquisiteurs. L'université de Paris est aussi pour quelque chose. Rappelez-vous, on en a parlé dans l'épisode précédent pour les questions de médecine. L'université de Paris, c'est la Sorbonne.
Elle était régulièrement consultée par les inquisiteurs concernant les écrits qui seraient contraires à la foi, et au fil du temps, elle s'est mise à revendiquer de plus en plus la connaissance exclusive de l'hérésie. De quoi bouter les inquisiteurs hors des procès. Et l'Université de Paris a d'ailleurs joué un rôle central dans le procès de Jeanne d'Arc. L'État s'accapare donc petit à petit les procès en sorcellerie. À Paris, par exemple, le Parlement de Paris prend la direction de la répression contre les sorcières dès la Réforme protestante, c'est-à-dire au tout début du XVIe siècle. La sorcellerie devient un crime d'État qui permet au roi d'affirmer la justice royale, y compris dans des régions un petit peu perdues aux frontières du royaume. Rien de tel que la terreur pour affirmer son pouvoir. Et ça, rappelez-vous, on en avait déjà parlé dans l'épisode 1. Tout au long du XVIe siècle, la Renaissance donc, les tribunaux civils prennent le pas petit à petit sur ceux de l'Inquisition, même s'ils restent nourris par l'Église, et à la fin du siècle, à Paris, les procès pour sorcellerie sont exclusivement organisés par les instances civiles. Ailleurs, par contre, le rôle de l'Inquisition reste tout de même majoritaire. On pourrait croire que c'est une bonne nouvelle pour les victimes, que les juges civils ont été plus cléments que les inquisiteurs. Malheureusement, il n'en est rien. Les juges civils, comme les inquisiteurs, faisaient partie de l'élite sociale, intellectuelle et culturelle. Le rapport de domination avec les sorcières, et sorciers aussi d'ailleurs, bien souvent pauvres, sans protection et illettrés, est toujours le même. C'est même pire que ça. Globalement, la majorité des condamnations viennent des cours civils qui ont fait souvent plus de dégâts que les tribunaux inquisitoriaux et épiscopaux. Les inquisiteurs donnaient souvent plus de peines d'emprisonnement contre la promesse de la repentance des accusés et, comparativement, la justice laïque parisienne condamnait beaucoup plus à mort. Mais que le procès soit religieux ou civil, le processus est de toute façon toujours le même. Il commence par la délation. La délation était au cœur même du système. Les gens étaient fortement encouragés à dénoncer les personnes qui pratiquaient la sorcellerie de deux manières. La première, c'était en leur promettant des jours, voire des années d'indulgence. Je vous rappelle qu'à cette époque, on considérait que les gens devaient, après leur mort, passer un certain temps au purgatoire, un temps déterminé selon les péchés qu'ils avaient commis dans leur vie. Les indulgences permettaient de réduire ce temps potentiel au purgatoire. Donc, dénoncer des sorcières vous permettait de passer moins de temps dans cet endroit, ma foi, fort peu sympathique. La seconde façon d'encourager les gens à dénoncer des sorcières était évidemment de les menacer. Négliger de dénoncer une sorcière vous exposait à l'excommunication, encore une fois, mais aussi à des châtiments corporels. Avouez que ça motive. Là, on commence à voir comment l'Église tout d'abord et les pouvoirs publics ensuite ont fait naître cette espèce de folie dénonciatrice qui s'est emparée du peuple. Elle n'a pas surgi spontanément, elle a été déclenchée sciemment et très méthodiquement. Il faut se rendre compte qu'une simple rumeur pouvait vous faire arrêter parce qu'il est dit que quiconque entendrait dire qu'une personne était réputée sorcière devait la dénoncer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que si quelqu'un disait que quelqu'un lui avait dit que vous étiez sorcière, cela suffisait pour qu'on vous arrête. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, chantait Georges Brassens. La réputation. La réputation faisait partie des 3 points sur lesquels le juge fondait son accusation, les 2 autres étant les indices et les témoignages. Le bruit qui court, la rumeur publique, fondée ou non, pouvait être fatale. Quant aux indices, ce pouvait être le bétail qui est malade, une mauvaise récolte, la maladie, les douleurs, les incendies, l'impuissance de monsieur, en gros, tout ce qui va de travers. Le physique comptait aussi beaucoup. Un grain de beauté, une tache sur la peau pouvait vous faire arrêter, sans parler des dysfonctionnements du corps comme une claudication, une bouche tordue ou que sais-je encore. Sans compter les cheveux. Et oui, on avait tendance à s'acharner sur les personnes rousses qu'on pensait posséder. Posséder, ça veut plutôt dire qu'on est victime des sorciers, mais en attendant, ça mettait quand même en danger. Et je me demande, à titre personnel, si la stigmatisation dont les personnes rousses font l'objet ne viendrait pas de là. Messieurs, si vous aviez un mono-sourcil, ou des sourcils très épais, le torse velu, vous pouviez être accusé de lycanthropie, un maléfice qui transforme en loup-garou, oblige à errer les nuits de pleine lune et tuer des gens.
Sachez que pour savoir si une personne était atteinte de lycanthropie, on incisait sa peau. Le loup-garou était réputé retrouver sa peau humaine lorsqu'il passait de l'état de loup à celui d'homme en la retournant. On regardait donc s'il avait des poils de l'autre côté de la face visible de la peau. Bref, vous l'avez compris, n'importe qui pouvait être accusé de sorcellerie. N'importe quel geste, comportement ou parole pouvait mettre quelqu'un en danger, et particulièrement les femmes pour les raisons qu'on a évoquées lors du premier épisode. Par exemple, on connaît l'histoire d'un homme aisé qui a refusé l'aumône à une pauvre femme et qui est tombé malade peu après. Il a accusé la mendiante d'en être responsable et de l'avoir ensorcelée. Des navires en difficulté sur la mer ? C'est la faute des sorcières. Les mauvaises récoltes ? Les sorcières, etc., etc. Vous allez me dire que je parle quasi exclusivement des femmes. Mais où sont les hommes ? Alors, il y en a bien sûr qui se faisaient arrêter comme sorciers, mais on a très peu de cas, du moins de traces écrites, où les hommes de la famille ont pris la défense des accusés. Et c'est pas très étonnant. Ils avaient probablement peur d'être accusés à leur tour. Mais malheureusement, ils se joignaient parfois aussi aux accusateurs. Certains en ont profité pour se débarrasser d'épouses gênantes, d'amantes dont ils ne voulaient plus, ou pour éviter la vengeance de celles qu'ils avaient séduites, voire violées. On connaît par exemple l'histoire tardive de Anna Goldie, au XVIIIe siècle, qui a porté plainte contre son employeur, un médecin, pour ce qu'on appellerait aujourd'hui du harcèlement sexuel. Pour se débarrasser d'elle, il l'a accusée de sorcellerie. Et c'est elle qui est morte, décapitée. Mais l'exemple le plus célèbre sur cette question reste toutefois Jeanne d'Arc. Elle a libéré une partie du pays du joug des Anglais, elle a fait sacrer Charles VII roi de France et il n'a pas levé le petit doigt pour la sauver du bûcher. Et là non plus, c'est pas très étonnant. Elle l'embarrassait grandement, car sa seule existence rappelait que lui, Charles VII, devait sa légitimité de roi à une femme qui entendait des voix, donc qui avait forcément pactisé avec le démon. Ce climat de terreur et de suspicion généralisée mis en place a été particulièrement délétère et a fait remonter toutes les petites jalousies, les rivalités du quotidien, les désirs de vengeance personnelle et a mené à un véritable déferlement de dénonciation. On a des exemples où des enfants ont dénoncé leur mère et ont d'ailleurs parfois été condamnés au bûcher avec elle. Et cette tension entretenue par les pouvoirs religieux et publics a parfois mené à des épisodes terribles de justice populaire, si on peut appeler ça de la justice, où des femmes ont été battues à mort, lynchées, pendues ou brûlées dans des bûchers improvisés par la population. Sans procès donc. Cette escalade a été froidement pensée. Chaque sorcière arrêtée devait à son tour dénoncer ses complices, aidés en cela par les séances de torture. Mais avant d'être torturées, les personnes dénoncées étaient arrêtées et transportées en prison dans des paniers ou des cages. Il était très important qu'elles ne touchent pas le sol, car cela rendait le maléfice de taciturnité inopérant. Qu'est-ce que c'est que ça encore, le maléfice de taciturnité ? C'est un pouvoir, octroyé par le diable, ça va sans dire, qui soi-disant permettait à la personne arrêtée de ne jamais avouer ses fautes, malgré la torture, ce qui était un petit peu contre-productif. Avant d'être conduite en prison, l'accusée était dévêtue au cas où un maléfice se serait glissé sous ses vêtements. On la rasait ensuite entièrement, toujours à cause de ce maléfice de taciturnité parce que, disait-on, le maléfice pouvait se cacher dans les cheveux ou les poils. Dans l'épisode précédent, on avait vu à quel point les démonologues et autres chasseurs de sorcières étaient obsédés par la sexualité et le corps féminin. On peut en voir ici une nouvelle preuve. Il faut aussi se rendre compte que l'emprisonnement n'était pas juste une privation de liberté pour ces femmes. C'était aussi des passages à tabac, la privation de nourriture et les potentiels viols des gardiens qui avaient tout pouvoir sur ces femmes qui subissaient ces épreuves dans la solitude la plus totale. On essayait de les faire pleurer parce qu'une sorcière ne pleure soi-disant jamais, mais même lorsque l'accusée pleurait, ce qui devait arriver souvent, on mettait quand même en doute la sincérité de ses larmes. La prétendue sorcière emprisonnée ne devait pas rester seule au cas où le démon la visite ou qu'elle tente de se suicider, mais quand une femme était retrouvée étranglée dans son cachot, on se contentait de considérer que le diable était venu reprendre sa servante. L'accusé était interrogé bien sûr, et pour cela, les manuels d'inquisiteurs regorgeaient d'exemples de questions que les enquêteurs répétaient inlassablement. Quelles sont la nature et le nombre de maléfices qu'elles ont réalisés ? Qui leur a appris ? Leur conjoint est-il au courant ? Quels sont les détails des recettes utilisées ? Sans compter les questions libidineuses sur les sabbats. Les juges qui interrogeaient la sorcière se devaient d'être très prudents. Ils devaient ni la toucher, ni être vus par elle avant qu'eux ne la voient, sous peine d'être ensorcelés.
C'est la raison pour laquelle le juge et ses assesseurs rentraient dans la salle où se trouvait l'accusé à reculons. Une fois arrêtée, emprisonnée et ce premier interrogatoire passé, la pauvre sorcière était soumise à d'autres épreuves. On connaît différents systèmes mis en place pour déterminer si la prévenue était bel et bien une servante du démon. Par exemple, le corps des sorcières était réputé être plus léger que l'air, puisqu'elles étaient capables de voler avec ou sans balai, et on les plaçait donc sur les plateaux d'une balance pour les peser. Pour ce qui est de l'autre plateau, on y mettait en général une ou plusieurs bibles ou des poids. Quoi qu'il en soit, si la pauvre accusée avait le malheur de peser moins lourd que ce qu'elle semblait, c'en était fini d'elle. On connaît d'autres épreuves que l'on appelle des ordalies, des épreuves judiciaires, et je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de la preuve par l'eau, une épreuve spécifiquement créée pour confondre sorciers et sorcières, tout comme l'épreuve de la balance. On pensait en effet que l'eau rejetait toutes celles et ceux qui avaient renoncé aux avantages du baptême, donc celles et ceux qui avaient pactisé avec le diable. Cela signifiait que le corps des sorcières ne pouvait pas couler. Rejeté par l'eau, il était censé flotter. On déshabillait donc encore les accusées pour éviter qu'elles ne cachent des poids qui les auraient alourdis. Mais où les aurait-elles cachés ? On liait leur main droite avec la jambe gauche et inversement. Attachées ensuite au bout d'une corde, elles étaient plongées dans une rivière ou un étang. Si l'accusée allait directement au fond, elle était innocente, mais si elle flottait, elle était coupable. On lit beaucoup que, dans les deux cas, la sorcière mourait, noyée si elle coulait, brûlée si elle flottait. En réalité, si elle allait directement au fond de l'eau, elle était censée être rapidement remontée à la surface. Est-ce qu'on parle beaucoup de sorcières noyées parce qu'elles étaient laissées volontairement ou non trop longtemps sous l'eau ? C'est pas impossible. Autre preuve, entre guillemets, de l'allégeance de la sorcière au démon, la célèbre marque du diable. Rappelons-le, il n'y a jamais eu de flagrant délit de sabbat, mais il fallait bien trouver des preuves tangibles. Les démonologues considéraient donc que le démon marquait physiquement les sorcières qui participaient au sabbat. Réputée indélébile, cette marque permettait au démon de reconnaître les siens. Ce pouvait être n'importe quoi. Une tache, un bouton, une verrue, une simple trace sur la peau. Mais le malin porte bien son nom. Il aime à cacher cette marque dans les endroits les moins accessibles du corps. Les pauvres accusés qui avaient été préalablement rasés, rappelez-vous, étaient donc examinés sous toutes les coutures. Dès qu'une marque potentielle était trouvée, on y enfonçait une longue aiguille. Si le point n'était pas douloureux et ne saignait pas, c'était la marque du diable. Il faut savoir que nous avons tous des points indolores sur le corps, donc il était très facile de trouver une soi-disant preuve. Les enquêteurs cherchaient particulièrement dans la zone du pubis, puisque sorcellerie et débauche sexuelle étaient dans l'esprit malade des démonologues étroitement liés. Les enquêteurs recherchaient cette marque absolument partout sur tout le corps ou dans le corps. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris. Inutile de dire que beaucoup de femmes étaient paniquées, en état de choc ou s'évanouissaient carrément. Impossible dans ces conditions de sentir les piqûres, ce qui les condamnait d'autant plus. Dans l'épisode précédent, j'avais évoqué le cas de Miché Chaudron, dernière condamnée pour sorcellerie dans la région genevoise au XVIIe siècle. Les enquêteurs ont trouvé la marque sur Miché, une zone non douloureuse sous son sein. Mais le cas de Miché est intéressant parce qu'il met en avant le rôle des médecins. On a évoqué dans l'épisode 1 les deux médecines qu'on pouvait trouver à l'époque, la médecine officielle 100% masculine et soumise à l'Église, et la médecine rurale, populaire, empirique, mais majoritairement féminine. On a vu que la chasse aux sorcières permettait d'éliminer cette médecine parallèle non soumise aux autorités religieuses. Mais il faut ajouter que la médecine officielle a très largement participé à ces chasses aux sorcières. La recherche de la marque du diable, par exemple, se faisait sous l'égide d'un médecin qui participait donc de manière active au processus et de fait au massacre. Mais le procès de Miché Chaudron se tient au XVIIe siècle, un moment où les esprits ont quelque peu évolué et où les violences commises commencent à être remises en question. Dans ce cadre, les médecins genevois qui ont suivi la procédure de Miché Chaudron ont refusé de statuer par 2 fois concernant sa soi-disant marque du diable parce qu'ils se demandaient si ce n'était tout simplement pas un problème dermatologique. Qu'à cela ne tienne, les juges qui normalement auraient dû la relâcher ont fait appel à d'autres médecins issus du pays de Vaud, toujours en Suisse, une région bien connue pour ses très nombreux bûchers. Ils ont validé la fameuse marque, condamnant ainsi un peu plus la pauvre Miché. Pour condamner les sorcières, il était obligatoire d'obtenir des aveux. Et pour ça, l'Inquisition a mis en place un véritable système de torture.
On appelle ça soumettre à la question. Au début, la torture était encadrée, si on peut dire. Un nombre fixe de séances était planifié, 3, et si l'accusée n'avait pas avoué au bout des 3 séances, elle était relâchée. La publication des manuels d'inquisiteurs au XVe siècle, et surtout, encore une fois, le marteau des sorcières, va tout changer, puisque celui-ci préconise la torture jusqu'à l'aveu. Tout ce que dit l'accusé au cours de la séance est considéré comme un indice, et les auteurs préconisent donc de recommencer la torture pour vérifier ces indices. Ça va donc très loin. On connaît même le cas d'une accusée torturée 56 fois. Et quand on voit en quoi consistait la torture, c'est vraiment effrayant. On pouvait par exemple forcer l'accusé à boire de l'eau jusqu'à étouffement, mais la spécialité lors des chasses aux sorcières, c'était l'utilisation d'engins ou d'accessoires. L'être humain est malheureusement toujours très imaginatif quand il s'agit de faire souffrir ses contemporains, et les systèmes de torture étaient très nombreux. Soyons clairs, je ne vais pas vous les détailler ici, déjà parce que c'est assez terrifiant et glauque, et puis en plus, très sincèrement, c'est très facile de trouver des explications sur Internet. Mais disons que pour résumer, en général, c'était à base de membres compressés, écrasés, broyés, disloqués, écartelés, arrachés, etc. Pendant la torture, l'enquêteur poursuivait ses questions. Miché Chaudron, dont nous parlions à l'instant, a elle été aussi torturée au cours d'un interrogatoire de 296 questions qui lui étaient inlassablement répétées. Une fois l'aveu obtenu, et vous vous doutez bien que dans ces conditions, l'aveu était toujours obtenu, on prenait soin de faire répéter cet aveu sans torture, car une fois que la sorcière a avoué, elle doit aussi dénoncer ses complices. Et tout comme l'aveu était forcé du fait de la torture et donc inventé, la sorcière se trouvait bien souvent contrainte de se trouver des complices quand bien même elle n'en avait pas, alimentant par là même le système de délation. Enfin, après tant de peine, venait le moment du verdict. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la mort n'était pas toujours inévitable. Les accusés pouvaient être condamnés à des peines d'emprisonnement ou des amendes, surtout au début. Il y a eu aussi des cas de sorcières innocentées. Mais on le sait bien, maintenant les condamnations à mort ont été plus que nombreuses, notamment parce qu'on craignait que les sorciers et sorcières n'usent de leur pouvoir pour s'échapper de prison. Étaient prononcées des condamnations au bûcher, bien sûr, mais aussi à la mort par pendaison ou par décapitation. Les femmes enceintes qui étaient arrêtées, parce que oui, il y en avait, n'étaient pas torturées. Encore heureux. Les enquêteurs essayaient d'obtenir des aveux d'une autre manière, du moins jusqu'à ce qu'elles accouchent, parce qu'après ça, plus rien ne les protégeait. Reste la question de la défense, parce que l'accusée avait bel et bien droit à une défense. Soit elle se défendait elle-même, ou quelqu'un de son entourage s'en chargeait, mais c'était risqué. Le juge pouvait aussi désigner un avocat, mais ça restait une exception. L'avocat en question devait aussi se montrer prudent. Défendre quelqu'un réputé avoir commerce avec le démon pouvait le mettre lui-même en fâcheuse posture. Le rôle de l'avocat consistait donc surtout à encourager l'accusé à avouer plus vite et se repentir pour son crime. Ces procès pour sorcellerie ont marqué durablement le droit et ont fait évoluer le système judiciaire. Eh oui. Le droit était à l'époque en grande majorité coutumier, c'est-à-dire qu'il suivait la coutume et n'était pas écrit, du moins en grande partie. Les procès pour sorcellerie vont notamment permettre de faire inscrire les notions récurrentes de renvoi, d'appel, de délai et de grâce noir sur blanc. Mais c'est cher payé. Dans ce contexte effrayant et complètement dingue, il paraît inimaginable que personne n'ait pointé du doigt l'absurdité et la folie de ce système. Quelques voix discordantes se sont bien élevées contre ces massacres, mais elles n'ont pas été très nombreuses, ni forcément très convaincantes d'ailleurs. On cite souvent Jean Vire, un médecin rhénan qui a vécu au XVIe siècle. Il était l'élève de Cornelius Agrippa, un enseignant, médecin, alchimiste et avocat à ses heures qui a défendu une sorcière à Metz d'ailleurs et a dû s'enfuir pour ne pas brûler avec elle. Jean Vire, lui, lutte plutôt contre l'opinion publique unanime dans ses écrits où il clame qu'il vaut mieux pardonner 10 coupables que de brûler un innocent. Il dénonce l'ignorance des prêtres et affirme que les crimes des femmes réputées sorcières sont dus aux humeurs qui influenceraient leurs rêves. On a vaguement parlé de la théorie des humeurs lors de l'épisode 1. C'est sur cette théorie qu'était fondée la médecine officielle de l'époque. Pour Jean Vire, les sabbats et autres chevauchées fantastiques étaient imaginaires, un imaginaire déréglé par une cause médicale donc. Il a également dénoncé tous ceux qui se faisaient de l'argent dans le cadre des procédures judiciaires, que ce soit ceux qui soudoyaient des gens en les menaçant de les dénoncer, ceux qui prenaient de l'argent en échange de la promesse d'adoucir la torture,
ou ceux qui proposaient aux condamnés, moyennant argent sonnant et trébuchant, de les faire étrangler avant de les livrer au bûcher pour que la mort soit plus rapide. Certes, Janvier a dénoncé tout ça, mais il faut relativiser quand même. Il n'a jamais contredit la thèse de l'influence démoniaque sur les femmes et considéré la sorcellerie comme un crime essentiellement féminin. Ouais, quand même. Parmi les voix discordantes, on peut aussi citer celle de Friedrich Spie von Langenfeld. Désolé si j'écorche le nom. On est alors au XVIIe siècle. Friedrich est un jésuite allemand qui, dans le cadre de ses activités religieuses, a secondé les dominicains dans la lutte contre la sorcellerie. Son ordre religieux a eu un rôle très actif et a fortement poussé les tribunaux civils à prononcer des peines de mort. Friedrich, lui, a dénoncé ces pratiques. Il dit avoir accompagné près de 200 sorciers et sorcières à la mort alors qu'il était convaincu de leur innocence. Dans un ouvrage qu'il publie en 1631, il condamne le système inquisitorial et dit très justement « Si nous n'avons pas tous avoué être sorciers, c'est que nous n'avons pas tous été torturés. » Le théologien et philosophe français Nicolas Malebranche le suivra dans cette voie. Au XVIIIe siècle, parce que oui, il y a encore des procès pour sorcellerie au XVIIIe siècle, on voit les prisons se vider petit à petit. D'ailleurs, si vous êtes fan de la série Outlander, vous savez très exactement de quoi je parle, puisque dans la saison 1, il y a une scène de procès pour sorcellerie, et ça se passe au XVIIIe siècle. Donc, au XVIIIe siècle, de plus en plus de voix s'élèvent, notamment parmi les philosophes, pour dénoncer la barbarie et la perversité des procédés et la stupidité des prétendues preuves. Toutefois, les voix s'élèvent contre le système en général, mais jamais contre la stigmatisation de la femme. Mais alors, comment se sont éteints les bûchers ? On sait donc qu'au XVIIIe siècle, il y a toujours des procès pour sorcellerie et toujours des exécutions, mais celles-ci étaient de moins en moins nombreuses. Il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, on a une montée du rationalisme, notamment grâce aux philosophes et plus globalement chez les intellectuels. On croit de moins en moins aux sorcières. Elles commencent à redevenir ce qu'elles étaient avant ces épisodes sanglants, une superstition. Il faut dire qu'au XVIIe siècle, il y a eu beaucoup d'affaires de possession assez excessives qui ont aussi amené à une forme de remise en question, du moins dans les pays dits philosophiques. Ce n'est pas le cas par exemple du Portugal, de la Pologne et des États-Unis. Et puis il y a toujours aussi une forme de classisme, même dans ce sens-là. Dans l'épisode 1, on a vu que la problématique de classe sociale jouait dans le risque d'accusation et d'arrestation puisque c'était en grande majorité des personnes pauvres qui étaient arrêtées, des personnes qui n'étaient pas armées intellectuellement pour faire face à leurs juges qui, eux, étaient issus de l'élite culturelle, qu'elle soit religieuse ou laïque. Mais il semblerait que le phénomène ait également joué sur l'arrêt des procédures, puisqu'elles ont progressivement cessé quand elles ont commencé à toucher les classes supérieures. En France, Colbert met officiellement fin à la traque des sorcières en 1672 en interdisant aux tribunaux d'instruire toute affaire de sorcellerie. Cependant, l'affaire des poisons qui s'est déroulée juste après et dans laquelle il y a eu des condamnations à mort montre bien que ça a pris du temps. Les sorcières existent toujours et leur cas est toujours pris au sérieux, mais les peines sont de moins en moins sévères. Sorcières et empoisonneuses sont d'ailleurs très largement confondues à cette époque. C'est ainsi que les bûchers ont commencé à s'éteindre. Mais les sorcières, qui ne sont finalement que des reflets de la façon dont la société voit certains de ses membres, particulièrement les femmes, ont-elles vraiment disparu ensuite ? Parce que finalement, quand on regarde bien, au XIXe siècle, la figure de l'hystérique, la femme hystérique, avec ces femmes dites aliénées de la salpêtrière, enfermées contre leur gré dans le service psychiatrique du docteur Charcot, est-ce que ce n'est pas un autre visage de la sorcière ? Je laisse ça à votre réflexion parce que c'est une autre histoire. Vous pensiez qu'on avait fini ? Absolument pas. Parce que maintenant qu'on a vu comment ça s'est passé, le contexte, l'historique et le détail des chasses aux sorcières, on peut se poser la question des raisons d'un tel bain de sang, même si le contexte nous avait déjà donné quelques pistes. A posteriori, on se dit que c'est quand même difficile de justifier des flambées de violence pareilles. C'est assez aberrant de constater qu'à ces époques de grandes découvertes, de renaissance de la philosophie et de questionnement sur le monde entre le XVe et le XVIIIe siècle, on ait brûlé des gens pour des raisons qui nous paraissent aujourd'hui complètement farfelues. On a vu dans l'épisode précédent qu'au XVe siècle, l'Église, en tant qu'institution et en tant que pouvoir, était en grande difficulté.
Les procès en sorcellerie, majoritairement par la peur qu'ils ont créée, ont participé à réaffirmer de manière autoritaire la puissance de l'Église, mais aussi celle de l'État, puisque, on l'a vu, les dirigeants en ont aussi bien profité. J'avais aussi évoqué le fait que c'était pour l'Église une occasion de se débarrasser des croyances païennes qui subsistaient, notamment dans les campagnes, en parallèle des rites chrétiens. L'Église avait en effet parfaitement conscience que la christianisation d'une partie de la population n'était que partielle. Par contre, les habitants des campagnes suivaient bien les rites chrétiens. Ils allaient à la messe, faisaient baptiser leurs enfants, ils se confessaient. Mais ça ne les empêchait pas de conserver les anciennes croyances, notamment des cultes rendus à des fontaines, des arbres, des grottes réputées pour leur capacité à guérir, par exemple. Et encore une fois, l'exemple de Jeanne d'Arc est tout à fait intéressant sur ce point. Sur le chemin qui reliait le village natal de Jeanne, Domrémy, au coteau dit du Bois Chenu, se trouvait une ancienne fontaine à laquelle on continuait de vouer un culte traditionnel bien plus ancien que l'avènement du christianisme. Comme souvent pour ces lieux de rites anciens, un arbre poussait juste à côté, un hêtre qu'on appelait le baumet, ce qui laisse envisager un lien avec la fête de Beltane, une très ancienne célébration qui se passait au mois de mai et lors de laquelle on faisait un pèlerinage près des eaux guérisseuses. Ces fontaines étaient toujours fréquentées par les gens du village qui lui prêtaient des vertus médicinales. Et cette coutume, elle va porter préjudice à Jeanne d'Arc puisque lors de son procès, l'un de ses accusateurs soulignera qu'étant enfant, Jeanne a fréquenté, je cite, « la source maléfique près de l'arbre aux fées », fin de citation, et que ce serait là que les sorcières lui auraient transmis le message de Satan. L'Église avait donc à cœur de se débarrasser de ses anciennes croyances, d'éradiquer la magie dans les campagnes. Rien de tel pour ça que de les diaboliser et d'éliminer ensuite toute personne qui s'y référerait, que ce soit pour soigner, pour envoûter ou pour toute autre chose. L'invention du sabbat est d'ailleurs assez intéressante parce que les chercheurs ont remarqué que l'Assemblée du diable reprenait un certain nombre de détails en lien avec les anciennes croyances, comme une sorte de réminiscence de culte ancien de la fertilité mais en version débauchée. D'ailleurs, ce n'est sans doute pas un hasard si les démonologues situaient le sabbat diabolique près d'un menhir, c'est-à-dire sur le site d'un ancien culte païen. Ça a peut-être aussi à voir avec les rassemblements des gens du peuple entre eux, loin du regard de l'Église, qui n'aime pas que ses ouailles se rassemblent ailleurs que dans sa chapelle. Une des théories serait d'ailleurs que le mot sabbat viendrait du mot sabbasie, une cérémonie religieuse lors de laquelle on adorait Bacchus, le dieu du vin, auquel on faisait des sacrifices. Oui, parce que rappelons de nouveau que la sorcellerie est un phénomène universel aussi ancien que le monde. On le trouve chez les Grecs, les Romains, dans la culture juive aussi, et un peu partout. C'est le dogme de l'Église qui a transformé petit à petit ces croyances anciennes en superstitions. La déesse Diane est ainsi devenue celle qui conduit les femmes au sabbat. De la même manière, l'Église a transformé le mythe indo-européen de la chasse sauvage, dont vous avez peut-être entendu parler. Ce mythe très connu et que l'on retrouve en Europe du Nord, en France et en Italie notamment, raconte comment des troupes de revenants armés déferlaient sur le monde. Il servait notamment à expliquer les phénomènes atmosphériques et faisait partie du culte des ancêtres. L'Église a violemment combattu cette croyance pour la transformer en cortège d'âmes errantes venues tout droit d'où ? Du purgatoire, bien sûr. L'Église s'est également servie des démons issus de la mythologie grecque comme les lamies ou les striges dont on racontait qu'elles mangeaient les enfants, un peu comme les sorcières qui les tuent pour leur cuisine diabolique. Les aveux des personnes réputées sorcières obtenus sous la torture n'ont évidemment aucune valeur juridique, mais ils mettent en évidence les croyances populaires que les chercheurs et chercheuses ont assimilées à une forme de vestige de chamanisme. Cette pratique était effectivement répandue dans toute l'Europe et une partie de l'Asie, notamment en ce qui concerne les croyances liées à la nuit, car rappelons-le, les sorcières sont des créatures nocturnes. Pour éradiquer ces croyances, l'Église les a donc transformées en doctrine satanique, changeant toute personne qui pratiquait les anciens rites en sorciers et sorcières, ce qui explique que les guérisseurs et guérisseuses étaient au premier plan, car ils et elles contribuaient à perpétuer ces rites. D'ailleurs, tout au long des interrogatoires repris sans cesse, les juges et les enquêteurs se sont montrés fort zélés pour faire avouer aux accusés le seul crime qu'elles aient jamais commis, être restés attachés à leurs croyances populaires. Et s'il y a un exemple qui montre bien la problématique des rites anciens qu'on a essayé d'éradiquer, c'est celui des Benandanti. On trouvait les Benandanti dans la province du Frioul, à l'extrême nord-est de l'Italie.
Leurs membres avaient la particularité d'être nez coiffés, c'est-à-dire avec la poche amniotique sur la tête, ou d'avoir certaines particularités physiques. Les femmes Benandanti étaient réputées pouvoir parler aux morts, mais l'activité principale de ces gens, c'était le sabbat, qui se déroulait aux 4 temps, c'est-à-dire au changement de saison. Ce sabbat consistait en une bataille avec les mauvais esprits, mais dans une sorte de rêve. Les membres de ce groupe disaient tomber dans une sorte d'extase et quitter leur corps avant de se réunir pour aller combattre ces esprits armés de branches de sorgho, le sorgho qui était utilisé, hasard incroyable, pour fabriquer les balais. Cette bataille était très importante puisque l'identité des vainqueurs assurait ou non la prospérité des récoltes. Les chercheurs et chercheuses ont fait le lien entre les Benandanti et les chamans de Sibérie. Par ailleurs, cette tradition de sabbat à chaque changement de saison correspond à des rites d'assemblée connus dans toute l'Europe depuis les premières sociétés pastorales. Bref, qu'est-il arrivé à ces Benandanti entre le XVIe et le XVIIe siècle, la période qui nous intéresse ? Dans un premier temps, les juges ont été plutôt indulgents avec ces paysans qui, au final, ne faisaient absolument aucun mal et pensaient être des combattants du bien. Mais petit à petit, les scènes de bataille nocturne ont été amalgamées avec les scènes de sabbat diabolique et l'Église a utilisé la figure du diable pour culpabiliser les paysans et supprimer ses croyances locales. Les Benandanti ont fini par être poursuivis par l'Inquisition, comme tous les autres, car peu importe si on fait le bien, il faut le faire sous la bannière de Dieu uniquement. Malgré tout, on remarque que les condamnations étaient plus légères là-bas qu'ailleurs. Ça donne en tout cas un bon exemple de la façon dont les anciens rites collectifs ont été transformés pour être mieux combattus. Alors certes, l'Église souhaitait supprimer ces anciennes coutumes et croyances, mais certains chercheurs et chercheuses ont mis en avant une problématique bien plus large en rapport à ces chasses aux sorcières, et notamment une forme de théorie du complot développée par le philosophe français Jacob Rogozinski. Selon lui, les sorcières font partie d'un imaginaire de complot bien plus vaste et plus ancien qu'elles. Et effectivement, au cours du Moyen-Âge, on assiste à la dénonciation de groupes entiers, comme les Templiers, accusés de former une société secrète, comme les Vaudois, accusés de pratiques sataniques et persécutés par l'Inquisition, ou comme les lépreux qui ont soudainement été accusés par la rumeur, la fameuse rumeur, en 1320 d'empoisonner les puits dans le cadre d'un complot fomenté avec les Juifs pour s'emparer du pouvoir. Dans ce dernier cas, cela aboutira au massacre de près des 3/4 des lépreux et de nombreux juifs en quelques semaines seulement. Et la théorie du complot juif, que les historiens modernes connaissent bien puisqu'elle a servi de terreau à la montée du nazisme, est réapparue lors de la Grande Peste du XIVe siècle, puisque les juifs en ont été considérés responsables, ce qui a amené à de nouveaux massacres. Fait intéressant, les chercheurs et chercheuses ont mis en avant le fait qu'au moment où la violence des chasses aux sorcières se déchaîne, il n'y a presque plus de juifs en Europe, du fait d'une part de nouveaux pogroms et d'autre part de la fuite des survivants. Pour le dire assez grossièrement, comme le pouvoir et la population ne pouvaient plus s'en prendre aux juifs, puisqu'il n'y en avait alors presque plus, ils ont tout simplement cherché un autre bouc émissaire. La corrélation ne s'arrête d'ailleurs pas là. Si, dans l'iconographie, au début, les sorcières n'ont pas de caractéristiques physiques ou vestimentaires particulières, on commence à les voir coiffées de chapeaux coniques à la fin du Moyen-Âge. Or, depuis le XIIe siècle, les Juifs étaient obligés de porter un chapeau conique pour se distinguer du reste de la population. Les sorcières ont donc récupéré un attribut attribué originellement à la représentation des Juifs. Et le fait que la sorcière ait petit à petit été représentée avec un nez crochu n'est sans doute pas un hasard non plus. La représentation caricaturale et profondément antisémite des Juifs avec ce même nez depuis le XIIe siècle a sans doute servi de modèle. Ça tente à montrer que ce complot, quel qu'il soit, demeure, mais que les responsables supposés changent selon le contexte politique. Mais la forme reste la même. Dans le cas des sorcières, on est sur un complot d'ordre diabolique visant à détruire l'Église. D'ailleurs, certains écrits contemporains de cette époque vont dans ce sens. Par exemple, Jean Bodin, considéré comme un intellectuel français du XVIe siècle, assure dans son livre « La démonomanie des sorciers » que les sorciers et sorcières sont infiltrés partout, dans la magistrature, à la cour et même dans les rangs de l'Église. Pour lui, même le roi de France et l'empereur d'Allemagne font partie du complot. Et à vrai dire, les persécutions auraient été sans doute encore pires si les cours de justice étaient allés dans son sens. Le complotisme a de tout temps donné lieu aux plus grandes exterminations de l'histoire. Les sociétés s'entêtent à désigner des boucs émissaires censés être responsables de leur malheur, quand bien même c'est irrationnel. À chaque fois, le schéma est le même.
une hostilité obsessionnelle envers un groupe de gens, ici les sorciers et sorcières, un recours à la violence justifié par une soi-disant légitime défense, ici pour se protéger du diable, et cela se finit invariablement dans un bain de sang. Avant de refermer ce double épisode assez dense, je voudrais revenir sur un des clichés des chasses aux sorcières qui voudrait qu'elles se soient déroulées au Moyen-Âge. Je pense qu'après avoir écouté les 2 épisodes, vous pouvez vous-même répondre que non, pas vraiment. Je rappelle que le Moyen-Âge, c'est une très longue période de 10 siècles, du 5e au 15e siècle, durant laquelle on a déjà des condamnations pour sorcellerie, mais en petit nombre et avec des peines bien plus légères. On a beaucoup parlé du 15e siècle, donc l'extrême fin du Moyen-Âge, parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir fleurir ça et là les premiers procès. Mais on ne peut pas parler de chasse. C'est certes au 15e siècle que se met en place le système judiciaire qui va petit à petit broyer les accusés, mais c'est bien au 16e siècle, à la Renaissance donc, qu'on va assister à ces déchaînements de violence qui vont continuer au 17e et 18e siècle et que l'on peut vraiment appeler des chasses aux sorcières. Mais pourquoi est-ce qu'on associe chasse aux sorcières et Moyen-Âge alors ? Alors, à titre personnel, déjà d'une part, je pense que ça vient de l'image erronée que l'on a du Moyen-Âge, que l'on voit comme une période extrêmement sombre avant la lumière salvatrice de la Renaissance, et je pense que ce double épisode montre clairement que la Renaissance n'était pas si lumineuse que ça. Mais en tout cas, depuis le 19e siècle, on a cette image-là du Moyen-Âge. Donc forcément, les chasses aux sorcières étant un épisode très sanglant de l'histoire, on le met assez facilement dans une période qu'on considère déjà comme sombre. Mais cette association des chasses aux sorcières et du Moyen-Âge vient aussi d'une erreur commise de bonne foi par l'historien Jules Michelet, qui, pour travailler sur le sujet, s'est appuyé entre autres sur L'histoire de l'Inquisition en France, un ouvrage d'Étienne Léon de Lamotte-Langon, publié en 1829. Ce pseudo-chercheur y affirme avoir étudié des archives du diocèse de Toulouse jamais exploitées et qu'il y aurait trouvé la toute première mention du sabbat en 1330. 1330, c'est le XIVe siècle, on est bien au Moyen-Âge, certes tardif, mais Moyen-Âge quand même. Ce n'est qu'en 1970 que d'autres chercheurs vont découvrir que les fameuses archives ont été fabriquées par Lamotte-Langon qui, à défaut d'être un bon chercheur, était visiblement un bon faussaire. Le problème, c'est que d'une part, la renommée de Jules Michelet va amener d'autres scientifiques à s'appuyer sur ses recherches, ce qui va permettre à cette fausse idée de se diffuser largement, et d'autre part, il n'est pas le seul historien à s'être servi en toute bonne foi de ces fausses archives. Cela a contribué à ancrer l'idée que les sabbats étaient nés au Moyen-Âge et que les chasses aux sorcières s'étaient déroulées à cette période. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, on voit des sorcières absolument partout. Et pour tout vous dire, moi-même qui suis illustratrice, j'adore en dessiner. C'est même mon sujet favori. L'image de la sorcière a beaucoup évolué, notamment du fait de la pop culture qui a joué tantôt sur le côté langoureux et charnel présupposé des sorcières, tantôt sur les pouvoirs qu'on leur attribuait, souvent sur les deux, mais aussi du fait du féminisme qui a récupéré la sorcière comme symbole féminin de la lutte contre le patriarcat. Et c'est, je pense, ce dernier aspect qui va de pair avec une reconnaissance croissante des violences faites aux femmes qui amène certains pays à faire leur examen de conscience. C'est notamment le cas de l'Écosse qui a entamé un travail de mémoire et de réhabilitation. L'Écosse a cela de particulier que le nombre de procès pour sorcellerie a été 4 fois plus élevé que la moyenne européenne, pour 84% de femmes condamnées. Et c'est pas très étonnant quand on sait que son propre roi, Jacques VI, y a personnellement contribué en voulant jouer en personne au démonologue. La question de la réhabilitation des sorcières a été prise très au sérieux en Écosse. Des livres, des conférences y ont été consacrées, des rues portent le nom des femmes condamnées. Une pétition est d'ailleurs devenue un projet de loi d'amnistie posthume, et en 2022, Nicola Sturgeon, la première ministre d'Écosse, a présenté des excuses nationales et demandé pardon pour ce qu'elle a qualifié d'injustice historique effarante. On avance. Pour conclure, j'aimerais revenir brièvement sur le problème des chiffres. J'avais évoqué quelques chiffres au début de l'épisode 1 concernant le bilan humain de ces chasses aux sorcières. Le problème, c'est que ce sont des crimes presque sans preuve.
Beaucoup de comptes rendus de procédures ont été brûlés avec les accusés et les seules sources dont les chercheurs et chercheuses disposent sont issues des accusateurs eux-mêmes. Le bilan humain est donc aujourd'hui toujours discuté, mais jamais arrêté. On estime à un peu moins de 100 000 le nombre de victimes, dont 85% de femmes. Ces chiffres ne prennent pas en compte celles qui sont mortes lynchées ou en prison, que ce soit suite à la torture ou suite à leurs conditions de détention, ni celles qui se sont suicidées. De même, n'oublions pas que toutes les victimes ne sont pas mortes. Combien de femmes ont été répudiées, chassées et combien de familles ruinées ? Parler des chasses aux sorcières, c'est aussi parler de la marginalité, car ce sont souvent des marginaux, au sens propre comme au figuré, qui en ont été les premières victimes, comme Michel Chaudron, étrangère, qui habitait en marge de son village. À son exclusion sociale répondait son exclusion géographique, une particularité que l'on retrouve souvent dans le profil des sorcières. Enfin, même s'ils ne sont pas le centre de ces épisodes, oui, il y a bien eu des hommes qui sont morts dans les procès pour sorcellerie, que ce soit en tant que sorciers ou en tant que complices de sorcières ou membres de la famille de l'accusé, etc. En fait, ça dépend souvent des endroits et des époques. Dans certaines régions, il n'y a que des femmes qui ont été condamnées et à d'autres endroits que des hommes. Toutefois, on estime à 20% la part d'hommes sur le banc des accusés des procès pour sorcellerie et 15% la part d'hommes condamnés à mort. C'est la raison pour laquelle j'ai focalisé ces 2 épisodes sur les femmes, parce qu'il s'agit d'un véritable système judiciaire qui a été mis en place très majoritairement pour cibler les femmes. On est, comme souvent sur ces questions, sur un problème systémique. Beaucoup d'historiens et d'intellectuels ont délibérément mis de côté la misogynie assumée de ces crimes, d'une part parce que les seules traces qu'on en a sont celles laissées par les accusateurs, comme je vous le disais, mais aussi clairement par une sorte de condescendance. Par exemple, Voltaire disait à propos de ces procès « Seule l'action de la philosophie a guéri de cette abominable chimère et a appris aux hommes qu'il ne faut pas brûler les imbéciles. » Au lieu de considérer les sorcières comme imbéciles, peut-être aurait-il été judicieux de se demander si les imbéciles n'étaient pas de l'autre côté de l'instrument de torture. On a même parfois blâmé les victimes des procès pour sorcellerie, leur reprochant de se placer en bouc émissaire ou en appuyant sur le mauvais caractère des accusés. Non, vous ne rêvez pas. Au-delà d'un simple fait historique, il paraît important de prêter attention aux échos de ces événements dans notre propre époque. Blâmer les femmes victimes de la violence des hommes, utiliser la peur pour retourner une population contre des boucs émissaires. Toute ressemblance avec des faits de notre histoire moderne n'est définitivement pas fortuite. C'est la fin de cet épisode, de ce double épisode devrais-je dire. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à donner votre avis sur les plateformes qui le permettent et à partager le podcast s'il vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et comme d'habitude, une transcription de l'épisode est disponible sur mon site internet si vous en avez besoin. Un grand merci encore une fois à l'Agenda Geek, Cosmic Beast et Akadalas pour leur participation en tant que voix off. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.